Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la mystique au féminin, avec Rebecca Lenoir, médiéviste et latiniste, et Claude Langeois, historien du christianisme. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation. Aujourd'hui, je vous propose un thème un peu original, celui de la mystique féminine chrétienne. De Marie-Madeleine à Élisabeth de la Trinité ou Madeleine Delbrel, les femmes occupent une place très particulière dans la mystique, c'est-à-dire, pour reprendre la définition de saint Augustin, dans l'expérience personnelle de Dieu. À côté des Jean de la Croix ou des François d'Assise, les mystiques sont très nombreuses. On citera Marthe Robin, Hadvige d'Anvers, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et de nombreux autres. Alors, pourquoi est-ce que les femmes sont aussi sensibles à la mystique ? Comment caractériser la mystique féminine ? Nous allons y répondre en évoquant deux cas particuliers, celui d'Hildegarde de Bingen, une abbesse allemande du XIIe siècle, et celui de Thérèse de Lisieux. Et pour évoquer ces deux grandes mystiques, deux spécialistes, Claude Langeois, bonjour. Vous êtes historien du christianisme contemporain, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et Rebecca Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes latiniste, médiéviste, traductrice d'Hildegarde de Bingen, et vous êtes par ailleurs directrice de collection aux éditions Millon. Alors, je l'ai dit, on va parler de mystique, mais j'ai prononcé ce mot d'Hildegarde de Bingen que tous les téléspectateurs ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était cette femme absolument extraordinaire ? Alors, Hildegarde de Bingen donc, est en plein XIIe siècle, ce qui est assez difficile pour nous parce que ça nous demande un effort presque impossible pour savoir exactement quelle était la réalité vécue des hommes et des femmes à cette époque. On va dire que c'est une femme qui fait partie d'un milieu très aisé, qu'elle a été promise à la carrière ecclésiastique très jeune, ce qui est une marque, comme les fils aînés qu'on envoyait, c'est une tradition. Et cette jeune femme donc, entre au couvent très, très jeune, se retrouve abbesse parce qu'elle fait partie d'une famille importante, d'une famille de pouvoir. Donc c'était normal qu'une jeune femme qui avait une certaine autorité dans l'existence parvienne à la position d'abbesse à partir d'un certain âge. Mais Hildegarde de Bingen est plus que cela. Elle a une originalité absolument particulière. Elle va immédiatement, dès qu'elle est abbesse, faire légitimer sa position de visionnaire dans l'Église en écrivant au pape. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure, elle aura une carrière tout à fait exceptionnelle qui, je crois, n'a jamais eu de précédent. Voilà, on va dire que c'est une moniale vigoureuse. Voilà, vigoureuse. Alors, comme vous, je vais dans mon supermarché bio et je trouve aussi des herbes Hildegarde de Bingen, des tisanes Hildegarde de Bingen. Je surfe sur Internet, je vois des images qui reprennent les visions. C'était pas simplement une petite mystique dans son couvent, elle s'occupait de tout. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une petite mystique. Alors, vous avez raison de me répondre. Mystique, d'abord, on va repartir de Saint-Augustin. Et on va se dire qu'en définitive, nous sommes tous des mystiques. C'est-à-dire que, pour moi, les mystiques, qu'elles soient féminines ou masculines, sont le développement, en quelque sorte, de la part de spiritualité que chacun de nous vit d'une façon particulière. Mais comme nous sommes tous différents et qu'il y a des personnes qui sont un peu plus différentes que d'autres et un peu plus douées que d'autres, un certain nombre de femmes et d'hommes ont eu cette expression d'une spiritualité particulière qui nous a laissé des traces. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. La particularité d'Hildegarde de Bingen, c'est peut-être son placement. Hildegarde de Bingen se place certes en tant que femme, mais la première chose qu'elle fait, c'est de se placer par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'elle se réclame d'une forme de prophétisme qui remonte aux grands prophètes de la Bible. Et c'est ainsi qu'elle parle d'elle. Et elle joue constamment, dans toutes ses œuvres, entre une expression virile et une expression féminine, en disant « Si dans le fond, j'ai quelque chose à vous dire, moi, aujourd'hui, dans la spiritualité du XIIe siècle, c'est parce que je suis une femme, parce que le siècle est tellement corrompu, qu'il a fallu une femme et la faiblesse la plus efféminée pour que Dieu arrive à parler à travers moi. Mais en même temps, elle se place comme un homme en se réclamant d'être un grand prophète en quelque sorte.
en tout cas d'une certaine forme de prophétisme qui a existé avant elle, et dont sont détenteurs les hommes. Voilà. Et je crois que peut-être aujourd'hui, elle ne serait pas contente qu'on parle de mystique féminine. À savoir, ça me choque, si vous voulez, ce terme de mystique féminine. Le jour où on parlera seulement de mystique, peut-être que les femmes auront acquis une véritable possibilité de parler de mystique et d'être des mystiques, sans justement être sans cesse obligées de se comparer aux hommes, de vouloir prendre le rôle des hommes, de se réclamer d'hommes qui les ont précédés et d'avoir une insertion dans la spiritualité qui est un petit peu plus difficile et délicate certainement que le parcours que connaissent les hommes. Voilà. Ça commence en fanfare, Claude Langlois. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord, vous avez surtout travaillé sur Thérèse de Lisieux, vous avez édité les manuscrits, vous avez... Oui, d'autant plus que ce que j'ai vu globalement, quelques années avant, ce catholicisme au féminin, c'était plutôt des femmes actives, les congrégations supérieures générales actives du 19e. Donc j'ai moins de connaissances globales. Ce qui me frappe, moi, par rapport à ce que vous dites, c'est plutôt que l'Église catholique, en tout le moins, notamment à travers la définition qu'elle essaye de donner d'un discours féminin légitime, pour parler un peu de manière pédante, à travers notamment les trois femmes qui ont été portées sur les autels comme docteurs de l'Église, c'est qu'elle leur a donné ou collé, je ne sais pas, la légitimité par la mystique féminine. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que les trois docteurs sont voilà, à chaque fois des mystiques. Alors, est-ce que c'est une manière de dire que les femmes ont un langage spécifique, mais bon, ce que vous récusez... Non, je ne prends pas mon compte. Ou est-ce que c'est un biais, en quelque sorte, pour faire accéder des femmes à cette sorte de légitimité du discours qui est celui de la théologie. Donc, voilà moi, comment un peu je m'interroge en contemporaniste. Alors, on parle donc de mystique féminine. Ce que je vous propose de faire, c'est de nous focaliser sur mystique pour que vous nous expliquiez assez rapidement comment comment vous définiriez la mystique et de Thérèse et d'Hildegarde, pour qu'on voit un peu quel type de mystique, est-ce que c'était avec des visions, etc. On commence par Hildegarde. Elle, c'était une visionnaire. Elle, c'est une visionnaire. Alors, elle voit quoi? Mais pour répondre peut-être un peu plus précisément à ce que vous m'aviez demandé juste avant, oui. Elle n'est pas que visionnaire, puisque c'est une femme active. Oui, c'est une femme qui prend son bâton, qui va aller prêcher, qui va avoir une position tout à fait particulière, puisque les grands de ce monde vont sans arrêt avoir recours à ces visions quand ils ont des décisions à prendre. C'est une femme de combat. N'oublions pas qu'à la fin de sa vie, avant de mourir, elle n'hésite pas à laisser son couvent frappé d'interdiction parce qu'elle a enseveli en terre consacrée un jeune homme, et elle se bat, et elle défend ses convictions. C'est aussi une artiste, puisqu'elle attache un grand prix à tout ce qui est poétique, et elle a un langage poétique tout à fait particulier. Donc on voit que c'est une personnalité extrêmement complexe. La différence que je vois avec une personnalité comme Thérèse, elles ont toutes les deux des origines très, très différentes. Hildegarde de Bingen, tout au long de son existence, peut toujours se réclamer d'une famille qui va la soutenir, ce qui lui permet aussi une marge d'action qui est considérable. Il faut bien penser qu'à cette époque-là, les jeunes femmes qui rentrent au couvent et qui en plus ont de la tête, on va dire, peuvent occuper des places d'autorité. Elle va se détacher de son couvent d'origine pour en fonder un autre parce qu'elle a envie justement un peu d'autonomie. Et n'oublions pas non plus que à cette époque-là, mais Sainte Thérèse est aussi une héritière de cette époque-là, la parole des femmes n'est pas simple. Les femmes sont encore lourdement marquées du péché originel et il faut trouver une place et une façon de se faire reconnaître. Les Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, il n'y en a pas énormément. Voilà, il n'y en a pas énormément. Alors oui, ma question, qu'est-ce qu'elle voit? Quel type de mystique elle est? Elle est une mystique... Alors, par exemple, elle répondra à ses interlocuteurs toujours par des visions. C'est aussi une forme de protection. Ce n'est pas elle qui va fustiger l'évêque,
ce n'est pas elle qui va dire au roi ou à l'empereur Barberousse de se tenir tranquille, c'est Dieu qui parle à travers elle. D'accord. Donc ça, c'est toujours ce côté prophétique. Son placement. Ouais. Elle se prend, oui, comme le successeur à un nouveau Daniel ou un nouveau Élie. Elle est la cheville instrumentale à un moment donné qui fait que quelque chose de plus grand qu'elle passe à travers elle. Voilà. Hein. Ces visions sont extrêmement complexes. Ce sont des visions pratiquement, je dirais, à une échelle démesurée. Avec parfois des précisions de type géographique, de type tout est décrit dans les moindres détails. Ça, c'est ses propres visions, on va dire, qui sont plus personnelles. Quand elle répond aux individus qui s'adressent à elle, les visions peuvent prendre des visages relativement différents, y compris dans sa façon de s'exprimer. Parfois, les réponses sont courtes, incisives, brutales. Parfois, les réponses sont plus douces, toujours en forme, on va dire, presque de parabole. C'est-à-dire qu'à une demande de type extrêmement pratique, je pense par exemple à un homme qui va partir pour les croisades et il voudrait savoir s'il est légitime qu'il parte. La réponse ne va pas du tout se placer à cet endroit-là. C'est presque une parabole que lui offre Hildegard de Bingen, pas toujours avec les clés pour la décrypter. Il n'empêche que l'interlocuteur et les lecteurs d'aujourd'hui sont emportés par une espèce de souffle et se rendent compte que quelque chose est en train de parler aussi à travers elle. Donc c'est pas, je n'ai jamais dit que c'était une transfuge, attention, ou quelqu'un qui... voilà. C'est une femme qui est habile, qui sait se placer, mais quelque chose passe à travers elle et elle en est consciente. Du côté de Thérèse de l'Enfant Jésus, on est complètement à l'opposé. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de grosse vision. Non, c'est vrai et on peut quand même s'en rapprocher. Ce qui est vrai, par exemple, c'est que dans une constellation plus étroite, le rôle de sa famille est important. À la fois pour des raisons psychologiques et sans doute aussi pour des raisons sociologiques. Dans le fond, le Carmel est une sorte de couvent de proximité, ce qu'on oublie assez souvent, et tenu, où un certain nombre de femmes, celle qui est longtemps, qui reçoit Thérèse est d'origine noble. Thérèse appartient à un milieu d'une famille de commerçants aisés, et il y a des oppositions qui se retrouveront au couvent à cause de cela. La famille joue un rôle important, néanmoins l'institution est déjà là. Un Carmel, c'est un lieu où traditionnellement des femmes peuvent s'exprimer, que ce soit au début, que ce soit encore au XIXe siècle. Donc c'est un peu plus professionnalisé, c'est plus diffus, il y a 140 Carmels en France, donc ça c'est vrai. Sur l'expression de la parole, là aussi évidemment, Thérèse a des visions, mais disons, elle a des songes de temps en temps. Mais c'est à titre personnel. Elle est plutôt, dans le fond, elle produit à l'intérieur du couvent. C'est ça qui est assez étonnant. Elle commence à écrire parce que dans un couvent de carmélites, on a besoin de femmes qui font des petites comédies. On appelle ça des récréations pieuses, à des moments où on peut se détendre, où on doit se détendre même. Et puis elle va y mettre des poésies proprement dites pour accompagner ses novices, pour d'autres. Et elle va se lancer alors dans une écriture, et notamment autobiographique. Et là, on a quelque chose sans doute de plus moderne, parce que dans le fond, l'autobiographie, évidemment, on peut la rapporter à Saint-Augustin, mais on peut aussi rapporter l'autobiographie à Rousseau, et donc dire que Thérèse, d'une certaine manière, entre dans une modernité. Pourquoi se raconter à 22 ans, c'est la mémoire d'un enfant du siècle, d'une fille du siècle. Oui. Bon, je veux dire qu'elle a là une sorte de compte à régler avec elle-même, qui ne devient que secondairement un compte à régler avec Dieu, et peut-être quelque chose d'utile et d'essentiel pour le reste de la chrétienté. Mais ça, c'est dans son histoire, enfin dans le reste de catholicité, c'est dans son histoire proprement dite que ça va se dérouler. Et ça va se nouer, sans doute, au cœur de l'autobiographie, parce qu'elle a la révélation de la miséricorde, qui est une sorte de retour
continuelle à un Dieu miséricordieux dont il faut toujours apprendre à réapprendre en quelque sorte, et à se déprendre d'un Dieu de justice qui est omniprésent, notamment dans la tradition carmélite. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la mystique au féminin avec ses invités. On voit bien, ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'est que les expériences sont quand même assez différentes et que parler de mystique féminine, c'est absurde. Enfin, il n'y a pas une féminité particulière pour l'instant. Après, on va voir si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de caractère proprement féminin chez Hildegarde ou chez Thérèse. Il n'y a pas un continuum, si. Il y a par contre, moi, ce que je vois, une sorte de langage qui lui est permis, et avec cette permission qui lui est donnée, où elle peut aller plus loin. Donc, elle a une créativité par le langage, à travers son expression, et la vision assez vite que ce qu'elle écrit pour elle-même est aussi pour autrui. Alors, l'autrui peut être les sœurs de son couvent, la famille, et puis, notamment par les poésies, s'étendre progressivement. Et après, à la fin de sa vie, penser que ce sera peut-être diffusé. C'est un autre problème, mais on rejoint, me semble-t-il, là, la question d'une écriture pour une femme qui, dans le fond, est dans un contexte ecclésial d'une contemplative. Les cases sont quand même, au XIXe siècle, peut-être encore plus qu'à l'époque d'Ingrid de Bingen, très, très distinguées. Hein. Alors, pour aller plus loin, cette émission sur la mystique féminine, en fait, part d'un livre qui date de 1963 de Betty Friedan, qui a écrit un livre qui s'appelle justement La mystique féminine, et qui dit la voie mystique, c'est la voie que les femmes ont pris parce que finalement, elles n'avaient pas le langage ou l'expression leur était confisquée. Et donc, c'est une sorte de détour pour pouvoir quand même avoir un langage, pour avoir un langage plus corporel, dit Betty Friedan, plus lié à l'expérience intime, etc. Est-ce que vous êtes d'accord sur les deux mystiques? Est-ce que vous pensez que c'est une manière que ces femmes qui avaient des choses à dire ont prise pour s'exprimer alors que la parole était censurée? C'est à la femme de répondre. On peut commencer par l'homme. Allez, commencez. Allez. Peut-être gentil, mais non. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Oui, je vois bien la thèse, et bon, pour avoir côtoyé au moins... Excusez-moi, on est dans les années 60. Enfin, oui, je veux dire, on est en plein. Lu pas mal de féministes, notamment américaines. Du féminisme, si on peut dire. On voit bien cette parole confisquée. On a dit ça avant de la parole ouvrière. Donc il y a sans doute quelque chose de vrai. L'exemple qu'on peut prendre au XIXe siècle, c'est assez intéressant. Et la latiniste qui est à côté de moi va peut-être dire son sentiment. Les femmes n'ont pas d'accès au latin. Or, carmélite, elle va être obligée, enfin, n'ont pas d'accès au latin. Je veux dire, dans la culture telle qu'elle leur est donnée d'enseignement primaire, même supérieur, elle n'est pas partie de leur cursus. Par contre, du coup, elles vont apprendre le français d'une manière plus directe. Le français de Thérèse est un mélange de français patoisé, de français correct, bien très correct, et de français d'école appris, etc. Et c'est dans cette langue qu'elle va s'exprimer, et sur une ligne de crête qui est entre le français oral, tel que ultérieurement d'autres littérateurs le montreront, et un français assez bien écrit, etc. Et là, il y a évidemment, c'est une entrée assez paradoxale, mais je pense que la langue de Thérèse est une langue de femme de ce côté-là par rapport à la langue des hommes qui apprennent le latin dans les collèges, etc. Et je ne parle pas des prêtres qui sont censés le savoir par la théologie. Donc là, effectivement, il y a quelque chose. De même, je ne pense pas on ne lui demande pas, si vous voulez, de s'exprimer de manière théologique sur des questions importantes. Néanmoins, elle le fait. Je prends un seul exemple. Il y a toute une controverse qui est importante sur le salut des infidèles, comme on dit. C'est-à-dire, qui est sauvé parmi ceux qui n'ont pas accès à la religion. Et il y a toute une controverse qui est importante sur le salut des infidèles, comme on dit. C'est-à-dire, qui est sauvé parmi ceux qui n'ont pas accès à la religion. Et il y a toute une controverse qui est importante sur le salut des infidèles, comme on dit. C'est-à-dire, qui est sauvé parmi ceux qui n'ont pas accès à
la parole de Dieu à la révélation. Bon. Et la présentation classique, c'est, dans le fond, si on suit la loi naturelle dans sa conduite quotidienne, on peut avoir accès au salut. Mais bon, c'est plus ou c'est moins. Et un théologien de la fin du XVIIIe, Bergier, qui veut que tout le monde soit sauvé, connaît beaucoup de difficultés à admettre cela. Thérèse, par une voie mystique, essaye de dire cela, et ça ne lui est pas beaucoup, ça ne fait pas de problème. Donc, la mystique est une sorte d'exploration dans un langage quand même assez spécifique de vérités qui sont parfois des vérités sensibles. Bon, voilà un petit peu ce que je fais. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, moi, je dirais qu'il y a des mystiques masculins. Oui, bien sûr. Il faut être quand même bien clair, il faut le dire une fois. C'est-à-dire qu'on peut trouver des pages qu'on pourrait extraire des grands mystiques masculins, vous donner ça à lire même à des spécialistes, à moins qu'ils ne connaissent le texte par cœur. Rien ne différenciera l'expérience mystique d'une autre expérience mystique, si ce n'est la personnalité et l'originalité et la façon d'être au monde de chaque individu. Ce qui ne veut pas dire que l'on remet en cause, qu'on est en train de remettre en cause l'ouvrage que vous avez cité, qui effectivement a constitué à un moment donné, je crois, quelque chose d'important à dire. Je ne répondrai pas de façon catégorique, je vais juste ouvrir un certain nombre de portes. On s'est beaucoup posé la question de savoir si Hildegarde de Bingen maîtrisait le latin ou connaissait les auteurs antiques. Qu'on puisse se poser la question est déjà une forme de réponse. Avec des écoles très différentes. L'école qui dit, oui, mais à cette époque-là, les femmes, non, on leur interdisait, elles n'avaient pas dans leur cursus de choses comme ça, ce qui est différent au 19e, on est bien d'accord, on est vraiment dans deux domaines différents. Actuellement, il semble que les réponses qui sont les plus communément admises reconnaissent à Hildegarde une solide formation, y compris en latin. Parce que, excusez-moi, ces textes sont en quelle langue ? Elle écrit en latin. Oui. Mais Hildegarde de Bingen dicte ses visions. Et de toute façon, à cette époque-là, les grandes prieures et les grands prieurs ont à disposition des secrétaires. Et ils ont un travail colossal, parce que quand vous voyez tout ce qu'a écrit Hildegarde de Bingen, ce n'est pas peu. La biographie se pose dans des termes différents qu'à l'époque contemporaine et déjà du 19e siècle. Au Moyen-Âge, quand on écrit sa biographie, c'est son recueil de correspondance. C'est-à-dire que la lettre au Moyen-Âge n'a pas du tout la même réalité qu'à notre époque. On réunit dans un volume, qui est donc un ouvrage destiné à être lu par d'autres, toute une collection de lettres qui peuvent parfois être fictives, on n'est pas toujours sûr, ainsi que les réponses, et qui est une façon de se dire. Voilà. Alors là, on est dans un tout autre domaine. La question que je voudrais poser presque à M. Langlois, c'est de savoir si, à la différence d'une Hildegarde de Bingen, qui a déjà une position qui est très différente par rapport à Thérèse, et qui sait qu'elle va être lue, et qui a un lectorat, et pas n'importe lequel, et qui pense déjà à sa postérité, est-ce que chez Sainte Thérèse, on sent déjà affleurer cette idée qu'elle écrit quelque chose d'important, à la fois pour ses contemporains et pour les gens qui vont suivre, les postérités qui viennent, la postérité qui vient? Oui, c'était un débat assez compliqué et en même temps faussé, parce que ça justifiait la manière dont sa sœur a publié, d'ailleurs à la fois très rapidement et en remaniant quelque peu les textes. Mais si on va au fond de la question que vous posez, je crois que la réponse est oui. Parce que, si vous voulez, à partir du moment où elle est prise par le désir d'écrire, et elle écrit quasiment presque tous les jours pendant les 4 dernières années, ou au moins toutes les semaines, même si elle n'a qu'une heure dans son emploi du temps pour écrire, 2 heures parfois l'été, elle est, comment je vais dire, elle est possédée par l'écriture. Mais le paradoxe, c'est que on est dans un système, j'allais dire, où il y a déjà des genres littéraires. Par exemple, la correspondance. Et là aussi, on le dit, c'est vrai, je crois quand même, les femmes sont formées à écrire par la correspondance. Au XIXe siècle, les hommes écrivent moins que les femmes. Bon, ça, on le sait. Quand on voit les cartes postales, toujours signées, c'est d'une écriture féminine plus souvent que masculine.
Donc la correspondance est une des matrices par lesquelles elle apprend à écrire, sans dominer, au contraire, en exprimant toute son émotivité, même si après la lettre va prendre d'autres formes, parfois de petits traités à ses frères missionnaires. L'apprentissage nouveau qu'elle fait au couvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des distractions. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de plus compassé ou de plus, distant de nous, c'est-à-dire faire des petits opéras comiques. Car c'est ça, dans le fond, les récréations pieuses. C'est des petits opéras comiques qui sont chantés, des centons de textes qui sont chantés soit sur des airs d'opéra comique, parce que c'est des filles de bonne famille, elles ont cette culture-là, soit sur des airs de cantiques, Minuit chrétien, etc. Et on fait alors des histoires. Thérèse aime bien Jeanne d'Arc et on fera une magnifique Jeanne d'Arc, 94, au moment où on relance la canonisation de Jeanne d'Arc. Et puis elle-même va étendre cela avec donc des poésies qu'elle va en quelque sorte dissocier et elle va y attacher une grosse importance. Et ce qui est absolument nouveau, c'est qu'entre ces deux voix, elle trouve en quelque sorte la voie d'une écriture tierce, en quelque sorte, qui est cette sorte de trilogie qui sera repris cousu par sa sœur de manière assez originale pour faire l'histoire d'une âme, c'est-à-dire son autobiographie en 95, le poème de septembre en 96 et en 97, ce que j'ai appris, les lettres à sa mère bien-aimée, et cela sur 3 modes spécifiques, si vous voulez, d'écriture, et dont on peut montrer que le contenu religieux est important et qu'il y a des continuités ou des dissemblances, mais ça, on entre un petit peu dans le domaine de l'écrivain au sens du 19e siècle, enfin, qui écrit parce qu'elle est consciente d'écrire, et elle-même, dans la dernière écriture en juin 97, donc elle meurt en septembre, il y a des passages, quand on regarde de près, où elle a cette conscience d'avoir écrit sur ces modalités-là. Alors, Claude Langlois, vous avez écrit un livre, Thérèse de Lisieux et Marie-Madeleine, qui est paru aux éditions Millon. Et vous, de Thérèse de Lisieux et Marie-Madeleine, la rivalité amoureuse, parce que c'est ça le cœur du problème. Est-ce que, justement, la figure fondatrice de la mystique, d'une certaine façon, j'ai dit expérience personnelle de Dieu, mais c'est celle de Marie-Madeleine, qui a une expérience personnelle de Jésus, on peut dire. Comment est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans cette référence constante à Marie-Madeleine, un des traits particuliers de ce qu'on pourrait appeler une mystique féminine? Je ne sais pas si... Expliquez-nous votre thèse. Je ne sais pas si on peut généraliser, parce que, si vous voulez... d'abord, la Madeleine de Thérèse, il faut le rappeler, c'est la Madeleine tripartite, en quelque sorte, qui réunit en une seule femme celle qui, est au pied de Jésus, chez Simon, celle qui est ensuite au pied de la croix et qui reçoit l'annonce de la résurrection, et aussi la sœur de Marthe. Donc, il faut le rappeler ça, parce que c'est une Madeleine vraiment composite et qui allie à la fois la contemplation la plus grande à le fait qu'elle est pénitente, ou en tout cas qu'elle a commis de gros péchés, comme on aurait pu dire dans le temps. Bon, donc, voilà une remarque qu'il fallait faire. Alors, si vous voulez, le problème de Thérèse et de Madeleine, c'est que Thérèse, en quelque sorte, connaît Madeleine par la liturgie, par la dévotion, par ceci, par cela. Donc, mais tout d'un coup, à l'été 95, Madeleine devient en quelque sorte la rivale de Thérèse. Comment et pourquoi? C'était une question quand même qui méritait d'être posée. Comment? Parce que Thérèse, au mois de juin, le 9 juin, a une révélation qui reste qui se traduit par une prière, et assez bien écrite d'ailleurs, de la miséricorde. Dieu est miséricorde. Bon, ça va à l'encontre donc d'un Dieu justicier à laquelle les sœurs se vouent, et Thérèse veut se vouer à la miséricorde. Bon, fort bien. Mais Thérèse est quelqu'un qui traduit ce qu'elle dit en figure. Et la miséricorde a une figure. La figure obligée de la miséricorde, c'est Marie-Madeleine, à qui il est dit, celle qui a beaucoup péché, c'est celle à qui on pardonne le plus, et donc c'est celle qui est le plus aimée.
On tourne autour du texte de Luc. Et tout d'un coup, Thérèse, qui est dans un rapport amoureux avec Jésus, au moins depuis 92, et elle veut être aussi la plus aimée. Et comment peut-on aller à l'encontre de cette figure de Marie-Madeleine? Et du coup, elle va utiliser des stratagèmes qui sont des stratagèmes surprenants. Exemple, elle va réécrire la parabole de l'enfant prodigue. C'est quand même difficile à faire. Se trouver du côté de l'aîné en disant, dans le fond, moi je suis du côté de l'aîné et j'ai été plus pardonné que Marie-Madeleine parce que j'ai été pardonné par anticipation. Alors on voit tout de suite la figure de Marie, n'est-ce pas, revenir, enfin bon, ça devient assez compliqué. Elle a d'autres stratégies, d'autres stratagèmes qui consistent à prendre la place, plus ou moins subrepticement, dans des visions qu'elle a eues, une sorte de vision. Elle remplace Marie-Madeleine au pied de la croix pour recueillir le sang de Jésus dans une vision qui remonte à ses 14 ans, quand elle réécrit ce passage-là. Vous voulez dire qu'elle est jalouse, en fait? Elle est jalouse de Marie-Madeleine et elle voudrait se mettre à sa place? Je pense que Marie-Madeleine va l'obliger à sortir de son confort. Moi et Jésus, Jésus et moi, on file le parfait amour. Et tout d'un coup, cette révélation qu'il y ait la miséricorde qui ne touche pas qu'elle, met Marie-Madeleine sur son chemin en disant il y en a d'autres. Marie-Madeleine, c'est la figure de l'autre, si on veut comprendre un petit peu ce que ça joue pour Thérèse. C'est la figure de l'autre, et donc du coup, d'abord, comment s'en débarrasser, comment s'en débarrasser? On revient à d'autres figures plus contemporaines. Et bon, elle joue effectivement à prendre la place du fils prodigue, à être Marie-Madeleine au pied de la croix, à se revêtir pour faire autre chose du titre habituel de Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. Bon, et ça ne marche pas, ou ça marche, enfin, ça dépend, comment on peut dire. Et le plus surprenant, c'est que, dans le fond, quand on regarde les choses de près, tout ça se passe à l'été 95. Qu'est-ce que va faire l'aveu qu'elle est en conflit avec Marie-Madeleine? Ça va conduire Thérèse à libérer complètement son écriture. C'est-à-dire qu'elle avait commencé à écrire une page sur sa vie, etc. Et tout d'un coup, alors qu'elle est en train de raconter qu'elle a eu des problèmes quand elle était dans son pensionnat avec deux de ses des filles comme elle qui ne l'aimaient pas autant qu'elle les aimait. Bon, cette sorte d'amour qui n'est pas réciproque. Et, bon, elle débarque sur Marie-Madeleine et sur la miséricorde. Et à ce moment-là, son écriture se libère. Autrement dit, l'aveu qu'elle est effectivement en conflit, qu'il y a un conflit avec autrui et avec elle-même, très simplement, c'est ça que ça veut dire, va libérer complètement son écriture. Et la Thérèse qui va écrire sur sa vie à 14 ans, sur sa conversion, sur sa vocation, c'est une Thérèse qui est passée par l'aveu qu'elle est en rivalité avec Marie-Madeleine. C'est une résolution de conflit spirituel? Si on peut dire ça, tout à fait. Mais ça passe par, il faut l'objectiver, en quelque sorte, par des figures. Parce que quand même, Thérèse n'est pas quelqu'un qui est notionnel. C'est peut-être pas les grandes figures de Bingen, les grandes compositions, mais je pense elle se saisit de cela. Et puis alors, à l'été, en plus, elle est en effervescence. J'ai remarqué qu'elle écrit en juillet. Elle écrit beaucoup en juillet. Alors pourquoi, ça c'est mystérieux. Vous êtes sur KTO Radio et vous écoutez La Foi prise au mot, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la mystique au féminin avec ses invités. Et est-ce que, parce que là on décrit un rapport très intimiste, très amoureux, est-ce que toute mystique pour vous, toute mystique féminine est un peu une grosse jalouse qui a ce rapport très particulier au Christ? D'abord, n'a pas à se placer par rapport à Marie-Madeleine, parce que le développement du culte de Marie-Madeleine va être postérieur à Marie. Mais en plus, je pense qu'elle ne se serait pas posée en rivale. Parce qu'Hildegarde de Bingen a soit une certitude intérieure tellement absolue qu'elle ne fait soit une notion
de ce qu'elle donne à lire et à voir à autrui tel qu'elle n'exprime jamais ses combats spirituels en ces termes-là ou avec ce placement-là. C'est même presque prodigieux, c'est-à-dire d'avoir un tel ensemble en face de soi. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas connu certainement des moments de doute et de conflit. Elle a connu des grands moments de conflit avec sa hiérarchie et à l'intérieur de son couvent, avec des histoires beaucoup plus comparables à celles que vous pourriez nous expliciter ou nous donner sur Thérèse. Mais ça, on va dire, c'est lié à leur position de moniale, à leur vie de moniale. Donc oui, il y a des histoires à l'intérieur du couvent, il y a des rivalités d'amitié à l'intérieur du couvent. C'est une société de femmes ou d'hommes fermés dans un lieu dont on va retrouver à tous les siècles le même genre, on va dire, de difficultés. Mais on les exprime au Moyen-Âge ? On le dit ? Ben oui, il y a un grand conflit pendant l'histoire pendant la vie d'Hildegard de Bingen. Elle était très liée à une de ses moniales, qui s'appelait Richardis, et elle aura beaucoup de difficultés à accepter que Richardis, à son tour, accède à la situation d'abbesse et ait envie de s'en aller de son couvent, donc de quitter en définitive la férule, de prendre sa propre place et de partir pour fonder son couvent. Et on a même, c'est peut-être le moment où Hildegard de Bingen est la plus humaine, parce qu'on se rend compte que là, elle a un conflit intérieur qui est lié à ses amitiés et qui sort un peu et qui rejaillit. Bon, alors on peut lui trouver des légitimations théologiques en disant qu'elle juge que Richardis n'est pas assez prête, etc. Et elle a peut-être raison. Mais en tout cas, elle n'exprimera pas le genre d'inquiétude que j'ai trouvé en lisant Sainte Thérèse. Hein? Au contraire, c'est une femme qui combat tout le temps. Hein? Et elle n'hésite pas à prendre des positions en dehors des sentiers battus, mais elle peut se le permettre, c'est vrai. Mais ça n'enlève rien à sa grandeur. Voilà. Sinon, on va retrouver aussi dans cette vie du couvent le même genre de réalité, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle écrit des petits drames destinés à être joués par ses moniales. Et un couvent voisin, dirigé, une maison de chanoinesses, va trouver ça fort étonnant et il va y avoir un échange de correspondance entre les deux supérieurs assez venimeux, l'une disant à l'autre « Est-il vrai que vous vous permettez de costumer vos moniales, de les faire jouer le dimanche après la messe? Est-il vrai que vous n'acceptez que des jeunes filles nobles ?» Ça, c'est vrai qu'Hildegard a essayé de trier les jeunes filles qui venaient sous ses ordres, certainement pour des questions aussi d'influence, de renommée du couvent. N'oublions pas qu'Hildegard fait construire des couvents qui sont très clairs, qui ont l'eau. Enfin, elle a aussi cette vision architecturale, se retrouve dans sa vie de tous les jours, etc. Mais de forme de conflit spirituel, je n'en ai trouvé dans sa correspondance ou dans ses visions, toujours exprimé qu'à un niveau qui quitte sa propre personne et qui va être plus un débat ecclésial. L'Église est souffrante, voilà. Sinon, elle-même, de temps en temps, tombe malade quand la vision l'agite un peu trop, ou que, il est vrai, sa hiérarchie refuse d'obtempérer à ses intuitions profondes. Alors bon, on rentrerait dans un autre débat, c'est-à-dire il faudrait qu'un jour on s'intéresse à l'hystérie, entre guillemets, religieuse. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Mais je ne préférerais pas trop qu'on en discute aujourd'hui, parce qu'on commence à peine à parler de mystique, sans avoir peut-être besoin de mettre féminine derrière, puisque dans ces cas-là, il faudrait faire une émission sur la mystique masculine. C'est une bonne idée. Voilà. Non, mais je veux dire, bon, mystique de femmes, oui. Mystique des femmes, oui. Mystique féminine, peut-être pas. Ou alors peut-être, dans quelques siècles, quand ces questions-là... Ce qui est au fond aussi de cette rivalité entre Thérèse et Marie-Madeleine, c'est une sorte d'identification au Christ. C'est-à-dire que le Christ qui est un homme, est-ce qu'on peut, en étant
soi-même un homme, avoir les mêmes rapports d'intimité avec le Christ qu'une femme. Est-ce que c'est ça qui est aussi sous-jacent? On ne le trouvera pas chez le gars. On a beaucoup reproché aux mystiques féminins d'avoir une sorte de d'appropriation voilà. Christ, etc. Voilà. Bon, ce qui est vrai pour Thérèse, alors, c'est par exemple, Combe l'avait montré dès les années 50, il n'y a pas de christologie chez Thérèse, au sens strict du terme. Le terme de Christ est quasiment jamais présent. C'est Jésus. Jésus-logie, c'est un peu compliqué à dire. Je veux dire qu'il y a immédiatement cette sorte de rapport. Il n'y a pas de rapport au Christ, c'est plutôt l'homme Jésus qui l'intéresse. L'homme, Dieu, mais bon, je veux dire, la personne de Jésus, effectivement, ça va dans le sens que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des formes de rapports amoureux, et dont la dualité homme-femme est lisible dans la dualité des partenaires. Bon, ceci étant, c'est vrai aussi qu'on trouvera chez Saint Bernard ou d'autres des formes parfois semblables, et donc le terme de mystique féminine est parfois, n'est pas toujours évidente. On pourrait parler plutôt de mystique, sinon sentimental, au moins qui donne davantage de part aux affects, d'un côté, d'autres mystiques peut-être un peu plus systématisés. Je crois qu'effectivement, il faut s'empresser de ne pas généraliser. La question, je voulais rebondir sur la question de tout à l'heure et sur ce que vous disiez à propos d'Hildegard de Bingen. Il y a dans le fond chez Thérèse un problème qui semble se poser directement chez Hildegard de Bingen, c'est-à-dire dans le fond trouver des réponses à des questionnements extérieurs sans s'interposer, sinon par le fait qu'on produit quelque chose qui est une vision très complexe Thérèse, j'ai l'impression que le passage est autre, c'est-à-dire que la prise en compte véritablement de son propre débat, et dans le fond le nœud que j'ai indiqué avec Marie-Madeleine l'est, qu'est-ce que je suis et qui est la plus aimée et comment, la rivalité va permettre de déboucher sur d'abord le fait que les autres existent, et en même temps sur, sinon une doctrine, je ne suis pas un tenant d'une doctrine thérésienne au sens strict du terme, la petite voix est souvent une construction postérieure, mais enfin disons qu'il y a une figure de Dieu à montrer pour autrui, et des voies pour aller vers elle. Quelle est-elle, cette figure de Dieu? C'est la figure de la miséricorde, et sur des modèles différents qui sont déclinés ensuite par Thérèse, par des images, dans son troisième texte, sur la fameuse image de l'ascenseur, qui est paradoxale, parce que c'est en même temps une image de Dieu maternel. Dieu était à la fois comme une mère qui prend l'homme comme son enfant, et en même temps, il y a l'image de l'ascenseur qui fait que toutes les images qu'on voyait au XIXe siècle sur la montée difficile, laborieuse de l'escalier pour aller vers le ciel, etc. Thérèse dit, on va directement au ciel comme par un ascenseur, parce qu'elle a expérimenté l'ascenseur quand elle a été en Italie, dans les grands hôtels. Donc il y a en quelque sorte cette capacité à comprendre qu'il y a un message à faire passer, on dirait, le terme est un peu galvaudé, mais enfin, disons, une expérience qu'elle a vécue qui vaut pour autrui. Et c'est vrai, par exemple, dans le texte qui me semblerait peut-être le plus mystique de Thérèse, en tout cas le plus personnel, qui est ce que j'appelais le poème de septembre, sa sœur, Marie, qui n'est pas une lumière, qui est une brave fille. Si, c'est une lumière, elle a lu Augustin, les Confessions d'Augustin. Donc, mais bon, elle joue un peu la brave fille, quoi. Dit, écoute, dans un an, tu vas être morte. Tu fais partie de ces arbres, production un peu rapide. Il faut les presser, et puis après, tu vas aller au ciel directement. Donc, laisse-moi quelque chose. Et le quelque chose qu'elle lui laisse, c'est ce poème de septembre, qui est une sorte de... C'est la seule fois où elle s'adresse directement à Jésus, et elle dit sur ses désirs propres d'être, j'allais dire, à la fois prêtre et d'être toutes les vocations, qui est assez étonnant comme texte. Mais c'est possible pour les petites âmes, dit-elle. Donc, autrement dit, mon expérience dans ce qu'elle a de plus aigu est transposable. Et il y a là quelque chose de catholique au sens propre du terme,
c'est-à-dire que, dans le fond, il n'y a pas d'ésotérisme. Tout est visible. Tout est visible. Tout est compréhensible. Tout est compréhensible, tout est... Une expérience, même la plus forte soit-elle, peut être donnée à dire. Est-ce qu'Hildegarde, c'est pareil? Est-ce qu'il pour revenir à la question. Non, Hildegarde est une... Elle crée des univers à partir de tout ce qu'elle a en face d'elle. C'est pour ça d'ailleurs que cette personnalité est surprenante. Elle a écrit des poèmes, elle a écrit des remèdes, elle a écrit, on va dire, une forme d'autobiographie par son recueil colossal de correspondances, des grandes visions. Ce qui est d'étonnant, c'est qu'elle pourrait être effectivement un peu taxée d'ésotérique, si ésotérisme voudrait dire hermétisme. Oui. Vous voulez dire qu'elle est difficile? Elle est très difficile à comprendre, mais bon, on est au XXIe siècle, elle écrit au XIIe siècle, et c'est déjà rien que là, il faut avoir beaucoup de prudence. Oui. Mais en plus, c'est pas tellement ça qui est... Ce qu'elle a d'absolument extraordinaire, c'est que même lorsqu'on arrive difficilement à savoir ce qu'elle veut dire, peut-être que juste ce qu'elle essaye parfois de faire passer, c'est le souffle qu'elle éprouve dans son existence par rapport aux êtres, par rapport aux exigences du divin qu'elle sent en elle et autour d'elle, avec une forme de rigueur qui est tout à fait respectable, mais en même temps le fourmillement du vivant qu'elle décrit avec des termes d'une grande beauté et d'une grande proximité, comme si elle nous donnait tout à coup à voir les créatures, des animaux, des couleurs, des architectures, mais aussi ce que l'homme peut mettre à l'intérieur comme fougue pour animer tout ça, ou pour avoir une action dessus. Et c'est ça qui est formidable et qui est merveilleux. Ouais. Elle est proche des fresques qu'on verrait dans les églises ou bien... Non, parce qu'elle est... C'est plus abstrait. Elle est beaucoup plus vaste. On a parfois l'impression d'une démesure chez elle. Même quand elle est extrêmement précise. Elle est tellement précise qu'au bout d'un moment, on n'arrive même plus à imaginer, à pouvoir poser même sur une paroi la vision telle qu'elle est en train de la décrire. Mais ce qu'elle donnerait, je crois, à tout être, c'est cette capacité de merveilleux et en même temps de grande variété. C'est-à-dire que même lorsqu'elle parle de Dieu, on va avoir des images de Dieu qui vont être extrêmement différentes les unes des autres. Comme si quelque part, il n'y avait jamais de forme de... On renferme, on va essayer de mettre des limites, canaliser ou choisir une expression plutôt qu'une autre. De la même façon qu'elle-même va se décrire comme un homme, avec des termes en latin qui ne décrivent que des hommes. Elle va se dire parfois homme. D'autres moments, elle va se dire petite servante. D'autres moments, elle va dire qu'elle est une pauvre, misérable créature féminine dans tout ce qu'elle a de plus horrible et oppressé par le poids du péché originel. Et c'est ce souffle-là qui est intéressant, parce qu'en définitive, elle exploite toutes les capacités et elle peut s'adresser à des gens très différents. Et j'imagine, dans mon petit imaginaire, qu'elle a dû savoir s'adresser à des gens extrêmement différents. Et pas seulement des gens instruits, des théologiens, des choses comme ça. Un moine qui va quand même traverser l'Europe pour aller rencontrer Hildegarde de Bingen et va se battre, c'est Guibert de Gimbloux, pour devenir son propre secrétaire. Cette femme a une faculté de remuer les montagnes, voilà ce que j'ai envie de dire. Ses visions pourraient être résumées par ce verset. Une foi qui transporte les montagnes. Ça devait être très fatigant de vivre avec une femme comme elle, mais en même temps, elle nous donne à voir que si Dieu existe et si la spiritualité existe pour chacun de nous, elle est certainement beaucoup plus pleine d'imagination et de créativité qu'on ne peut le penser. Voilà. Et ce qu'elle donne à voir, c'est une espèce de forme vigoureuse. Voilà. Ce n'est pas du tout la même vision je crois qu'il faut parler d'Hildegarde de Bingen pour cesser de penser que la mystique sont des gens qui n'aiment pas vivre ou qui n'aiment pas l'existence. Voilà.
Ben, je suis très content parce que on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste à peine 2 minutes et j'ai envie de vous poser après une question personnelle. Mais ça a remis ma petite problématique là, sur la mystique féminine. Ça nous a donné surtout envie de les découvrir. Et c'est pour ça que je vais vous poser une question personnelle. Pour vous, quel est le plus beau texte et de Thérèse et d'Hildegarde? Parce que je suis sûr que tous les téléspectateurs se disent il faut lire ça. Alors qu'est-ce qu'on lit? Il faut lire le poème de septembre. Et pourquoi? Parce qu'à la fois, il y a une grande construction, une sorte de mélange de la faiblesse initiale qui est dans la révélation de la vision qu'elle a au départ, où elle demande encore une fois de la confirmer dans toutes ses angoisses. Et puis, elle réunit tous ses désirs et elle va toujours à la limite. Thérèse est une femme qui essaye de dépasser ses propres limites et dans l'écriture et dans ses désirs. Elle dit que ses désirs infinis, comme elle l'a dit un peu plus tôt, elle continue à jouer avec l'infini de ses désirs. Et bon. C'est une belle définition de la mystique, ça. C'est une très belle définition de la mystique. C'est la meilleure, je crois, qui existe, pour moi aujourd'hui en tout cas. Et d'Hildegarde, qu'est-ce que vous conseillez? d'Hildegarde de Bingen. Alors, si vous aimez lire de la poésie, il faut lire la Symphonie des harmonies célestes. Si vous avez envie de connaître plus particulièrement, de rentrer dans une vision la plus folle, alors il faut essayer de lire le Chivias ou le Scivias, suivant comme vous voulez le prononcer. Si vous avez envie de découvrir sa vie... Essayer, c'est si difficile que ça? Non, pour que je dis essayer, c'est peut-être un mauvais terme, parce que je ne sais pas ce que le lecteur trouvera au bout. Voilà, alors il faut qu'il tente l'expérience. Voilà, c'est dans ce sens que je dirais ça. Voilà. Ça aussi, je pense que c'est une belle définition de la mystique. Et puis, s'il a envie de connaître un petit peu plus Hildegarde de Bingen, de voir la vie d'un couvent, de plonger un peu dans l'univers du XIIe siècle, les rapports avec l'homme du peuple ou l'homme plus puissant, alors il faut lire le recueil de correspondance, avec un petit morceau, enfin un petit extrait de la correspondance qui est paru aux éditions Millon aussi. Voilà. Merci à tous les deux. Alors, je vais rappeler vos livres parce que les téléspectateurs ont certainement envie de connaître. Alors, Claude Langlois, vous avez fait paraître au Cerf en février l'autobiographie de Thérèse de Lisieux, édition critique du manuscrit A. Et également aux éditions Millon, Thérèse de Lisieux et Marie-Madeleine, la rivalité amoureuse. Et Rebecca Lenoir, vous avez traduit les lettres 1146-1179 d'Hildegarde de Bingen, toujours chez Millon, et la symphonie des harmonies célestes, également chez Millon. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot.